Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le Sénégal compatit et apporte son soutien au peuple sierra-léonais. Le président Macky Sall a envoyé une délégation ministérielle à Freetown où les intempéries ont fait plus de 400 morts et plusieurs dégâts matériels. 100 000 $, soit quelques 65 millions, ont été remis au président de la Sierra Leone. Que faire justement face à la fête de la Tabaski? L'oignon importé a débarqué à Dakar. 7 000 tonnes sur les 30 000 attendus pour les besoins de la fête ont été réceptionnées au port. L'État a levé hier la mesure de gel des importations de l'oignon et puis au marché HLM une bonne palette de tissus et d'accessoires. Et puis que faire contre le blanchiment d'argent en Afrique? Le phénomène tente de devenir une gangrène pour les économies du continent. Dans l'espace UEMOA, plusieurs stratégies sont mises en œuvre, mais attention, le mal est toujours aux aguets, notamment dans le secteur informel. Afro-basket féminin, la reconquête du titre continental commence demain à Bamako. Favori de la compétition, les Lions championnes d'Afrique ouvrent le bal demain face à la Guinée. Ce soir, focus sur les forces en présence au Mali. Bonsoir à tous et bienvenue. Suite aux intempéries qui ont fait plus de 400 morts en Sierra Leone, le président Macky Sall a dépêché à Freetown une importante délégation dirigée par le ministre des Forces armées, Augustin Tine, pour présenter les condoléances du peuple sénégalais. Pour répondre à l'appel d'aide lancé par les autorités sierra-léonaises, le président de la République a apporté un soutien de 100 000 $. Envoyés spéciaux à Freetown, Pape Sididia et Amadou Aramcham. Un pays meurtri, mais qui reste debout dans la dignité. La catastrophe qui s'est abattue sur la commune de Regent, dans la banlieue de Freetown, n'a pas été vue depuis 1945. Cet éboulement, en termes de victimes, dépasse tous les records. Devant le deuil, le Sénégal solidaire a présenté ses condoléances. Aujourd'hui, on parle de 300 morts. Mais il semble que c'est un chiffre qui va être très rapidement dépassé, compte tenu du nombre important de disparus. Donc nous sommes venus au nom de Monsieur le Président de la République présenter les condoléances à ce pays frère. L'effondrement d'un pan entier d'une colline dans la capitale, la Sierra Leone pleure et enterre ses morts. Des centaines de morts et des milliers de sans-abri, sans compter les millions de dollars de biens détruits et emportés par les inondations. Dans ce pays où tout est urgence, le président de la République, au-delà du soutien moral, a apporté son soutien financier au nom du peuple sénégalais. 100 000 $ ont été remis à Monsieur le Président Ernest Bai Koroma. Entouré des membres de son gouvernement, le président Ernest Bai Koroma, qui apprécie l'important geste de son homologue sénégalais, n'en a pas oublié, malgré les souffrances de son peuple, les enjeux de développement de l'Afrique. Il y a énormément de défis à relever pour nos pays. Et c'est pour dire que même dans la difficulté, ils pensent aussi aux autres. Et ça, c'est extrêmement important. Le gouvernement sierra-léonais, qui a décrété 7 jours de deuil, a donné l'autorisation d'inhumation des morts. L'autre priorité reste à retrouver les disparus et à recaser ceux qui ont perdu leur maison. Tabaski, 7 000 tonnes d'oignons importés débarquent à Dakar pour faire face aux besoins de la fête. L'État a décidé de lever hier la mesure de gel des importations de l'oignon. 23 000 autres tonnes sont attendues avant la fête. Al-San Djidjo. Plus de 7 000 tonnes d'oignons importés sur 30 000 prévus pour les besoins de la fête de la Tabaski ont déjà été débarqués des paquebots à quai au port autonome de Dakar. Témoin privilégié de cette opération de débarquement, les ministres en charge du commerce, maîtres d'œuvre. L'arrivée massive de l'oignon importé marque de façon solennelle la fin de la période de gel des importations. Une décision officielle, on se le rappelle, arrêtée depuis le 16 août dernier à l'issue d'une réunion entre l'Agence de régulation des marchés et l'ensemble des acteurs locaux de la filière. Nous sommes venus constater de visu l'arrivée des premières cargaisons d'oignons importés après la fin de la période de gel le 16 août dernier. Vous savez, cette période de gel a été arrêtée par consensus
par l'ensemble des acteurs de la filière dans le cadre de l'interprofession oignon, le 16 août. Et donc après cette période de gel qui a permis la commercialisation de l'ensemble de la production locale d'oignons, la quasi-totalité, nous avons donc, sur proposition du comité interfilière oignon, le gouvernement a décidé donc l'ouverture des importations pour permettre un approvisionnement correct du marché de l'oignon au Sénégal. L'approvisionnement correct du marché en oignons à moins de 2 semaines de la fête de l'Aïd al-Adha ou Tabaski, période de forte consommation en denrées alimentaires, constitue pour le gouvernement un pari qu'il faut impérativement réussir pour éviter toute spéculation. Généralement, quand nous sommes en fin de période de gel et début d'ouverture du marché, on a souvent ces prix spéculatifs, mais c'est une occasion aussi vraiment pour dire à tous les acteurs que chacun assume un rôle responsable, un rôle citoyen, pour naturellement permettre à ce que cette régulation qui est mise en place par le gouvernement pour permettre la production locale d'être écoulée entièrement, et ce qui a été fait, naturellement qu'elle ne soit pas utilisée aussi par des spéculateurs véreux qui pénalisent et qui dégradent le pouvoir d'achat des consommateurs. Cette mise à la disposition des consommateurs à suffisance d'une offre en oignons concerne l'étendue du territoire national sénégalais. Elle doit être effective à partir de ce jour de débarquement au niveau des différents points de distribution en gros et demi-gros avant d'atteindre les détaillants. Sous ce rapport, les dispositifs de veille et de contrôle ont déjà été mis en place par la direction du commerce intérieur. Nous parlerons de notre aspect de la fête avec cette palette de tissus que l'on retrouve au marché HLM. Ce sera sans doute au cours de ce journal. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie et la SAIED ont organisé un CRD sur la restitution des résultats du recensement général des entreprises de la région de Louga. Cette rencontre va permettre de mettre en œuvre des stratégies de développement au niveau local dans plusieurs secteurs d'activité et lutter ainsi contre la pauvreté à Wandiaya. Le recensement général des entreprises de la région de Louga a permis de présenter le volet agricole du recensement. Quelques indications ont été présentées. Si les données déjà sont biaisées, les résultats le seront. Et on aura donc des difficultés pour vraiment situer carrément le niveau économique. Et sans donc ce niveau réel, il nous sera très difficile de faire des projections, donc de planification sur l'avenir. Dans le cadre de la rénovation des comptes nationaux, le Sénégal a entrepris la réalisation de son premier recensement général des entreprises. Il s'agit d'améliorer le système d'information existant sur les statistiques d'entreprises afin de fournir aux acteurs socio-économiques des informations sur le développement du pays. Louga étant une région d'agriculture et d'élevage, ce CRD va ouvrir plusieurs perspectives. Ce CRD a une forte signification pour la SAIED parce que il traduit aujourd'hui le démarrage des activités de sensibilisation pour ce recensement des entreprises, et je prends l'aspect agricole dans la zone de prédilection de la SAIED. La région de Louga est une région essentiellement agricole et d'élevage surtout. Et ce volet du recensement général des entreprises, volet agriculture, va certainement révéler une autre face économique de la région qui va compléter donc le dispositif qu'on connaît pour permettre une meilleure planification des activités économiques de la région. Dans le cadre de la stratégie de développement local, des activités ont été réalisées. D'abord, la cartographie de l'économie locale, ensuite l'identification des filières porteuses dans les 3 départements de la région de Louga. Le recensement général des entreprises permettra de déceler les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises. Une nouvelle chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture à Kaffrine. Maître d'œuvre, le COSEC, qui a déboursé de 120 millions de francs CFA pour ce bâtiment destiné aux opérateurs économiques de la région. Hamidou Diop. Fièrement son tout nouveau siège de la Chambre de commerce, d'industrie et de services. L'infrastructure entièrement équipée en mobilier de bureau et matériel informatique s'étend sur 6490 mètres carrés.
Elle comprend des bureaux, des salles de conférences, de réunions. Entre autres, le joyau est financé par le COSEC à hauteur de 220 millions de francs CFA. Des efforts consentis pour appuyer les chambres consulaires. La construction de cette chambre de commerce intéresse tous les acteurs économiques de Kaffrine, ceux qui sont dans l'agriculture comme ceux qui sont dans l'élevage. Aujourd'hui, on remercie vraiment le COSEC. Chaque année, le COSEC alloue un appui budgétaire aux 24 chambres de commerce et organisations professionnelles en vue de leur permettre de fonctionner et d'apporter l'encadrement approprié aux acteurs. En dotant les chambres de commerce régionales de sièges dignes de leur rang, le COSEC cherche à appuyer les chargeurs des régions et notamment de la région de Kaffrine en vue de leur permettre de disposer de cadres appropriés non seulement pour discuter des affaires commerciales et des services de la région, mais surtout dans un accueil adéquat pour les investisseurs nationaux et étrangers qui s'intéressent potentiellement au document. Avec la nouvelle réforme consulaire introduite par l'État du Sénégal, ces structures vont mieux prendre en charge les préoccupations de développement des acteurs du secteur privé. En construisant ce beau bâtiment, vous offrez de meilleures conditions de travail aux agents du service, mais aussi un cadre convivial de réflexion et de partage à tous les acteurs de la vie économique, particulièrement ceux du secteur privé. Ainsi, une nouvelle dynamique de partenariat entre l'État et le secteur privé est impulsée. Ici, tout sera mis en œuvre pour que Kaffrine retrouve son lustre d'antan dans le peloton des régions émergentes. C'est bientôt la fête de la Tabaski. Un tour au marché HLM permet de voir les tissus qui sont à la mode: guipure, cocaïne, tulle plume ou tasse-cheveux. New Look, ce sont les tissus tendance pour la fête. Il faut dire qu'ils se vendent bien à ces tissus-là, mais avec la chaleur, le brodé a également la cote. Autre accessoire qui marche, les garnitures qui accompagnent souvent des tissus comme le bazin. Aminata Bengfal. À quelques jours de la Tabaski, le marché HLM grouille de monde. Les boutiques de tissus et autres accessoires ne désemplissent pas. Sur les rayons sont exposées plusieurs variétés qui renseignent sur la tendance du moment. Guipure, cocaïne, tulle, fleurette ou plume, tasse-cheveux, New Look. Les clients ont un large choix. Il y en a qui achètent le tulle plume, le brodé ou les tissus sansés. D'autres préfèrent la guipure. D'ailleurs, cette dernière est très prisée, c'est pourquoi il y a même rupture de stock. Ça, c'est la guipure cocaïne. On peut en faire un patch avec du getzner ou encore le découper et le mettre sur du bazin. Il suffit juste de bien le travailler pour créer un très beau modèle. Plusieurs variétés de tissus proposées aux clients à des prix variables. Les prix dépendent du tissu et de sa valeur. Il y en a à 100 000 ou à 150 000. Nous avons des tissus également à 8 000 francs le mètre et même des penjab à 6 000 francs. La Tabaski coïncide cette année avec la chaleur. Le brodé semble être plus adapté au climat. Le brodé est très prisé, mais c'est un peu cher. Les prix varient entre 6 000 et 7 000 francs le mètre. La Tabaski est une période où les commerçants de tissus font de bonnes affaires. Mais cette année, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Une situation qui s'explique. La Tabaski est l'occasion d'écouler nos marchandises. Mais jusqu'à présent, nos commandes tardent à arriver. Presque tous les commerçants ont le même problème. C'est difficile. Le bazin Getzner garde cependant la cote, même si le bazin Palman deuxième choix fait partie des nouveautés. Les affaires marchent bien, mais pour le bazin Getzner, il n'y a pas de nouveauté.
c'est toujours le microfine. Il y en a qui coûtent 11 000 francs le mètre, d'autres 10 000 francs seulement. Largeur mètre 11 000. Mais largeur 10 000. Un beau bazin avec une belle broderie ou des garnitures. Et justement, ces accessoires marchent bien en ce moment. Tendance, Mickey, garniture, stratégie et tout. La garniture donne de l'éclat à un boubou. Par exemple, on peut bien se coiffer. Si on ne se maquille pas, ça ne sort pas. Donc ce sont les garnitures qui maquillent le boubou. Des boubous bien garnis ou encore des robes en tulle perlée. En tout cas, les clients ne lésinent pas sur les moyens pour être au top le jour de la Tabaski. Et il faut sans doute acheter avec de l'argent propre. Blanchiment d'argent. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont tête de peloton dans la lutte contre ce fléau. Le phénomène prend de l'ampleur dans le continent et le secteur informel est très exposé. L'argent sale, une gangrène. Ce soir, nous en parlons dans la rubrique économie avec Abibou Maï. Blanchir de l'argent, un fléau mondial difficile à cerner. Il implique les banques qui utilisent les moyens à leur possession pour le combattre. La lutte contre le blanchiment des capitaux tente à intercepter, à arrêter un processus qui essaye d'injecter dans l'économie saine des biens mal acquis. Donc, la banque étant l'acteur financier par excellence qui reçoit de l'argent de ses clients et qui en distribue est forcément impliqué dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. À la banque, l'argent entre et sort. Comment déceler les fonds incriminés? Tout argent est soumis à des vérifications d'usage pour circonscrire les risques de blanchiment. L'argent que nous recevons est maintenant de savoir, ou en tout cas d'essayer d'identifier où va l'argent qui sort de nos caisses. On va parler de l'ensemble des flux financiers qu'il y a sur la place. Maintenant, on peut avoir des activités qui sont un peu plus suspectes que les autres, pour lesquelles il y a des mesures renforcées qui sont prises. Mais en termes de chiffres, on parle de centaines de milliers de milliards de francs CFA. Comme toutes les autres institutions financières, la Banque nationale pour le développement économique est soumise, disons, aux recommandations du GAFI d'abord, et après à la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et en ce moment, on est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour avoir un dispositif efficace de lutte contre le blanchiment d'argent. Le blanchiment de capitaux est récurrent dans le secteur informel, un terreau fertile, d'où la complexité de sa traçabilité. Plus il y a de l'informel dans une activité, et plus l'activité peut être un vecteur de blanchiment. Le blanchisseur, c'est celui qui essaye d'entrer dans un circuit qui n'est pas structuré. Aujourd'hui, moins il y a de formalisme, plus l'activité est risquée pour le blanchiment. Je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui on a une activité où on peut vendre par centaines de millions sans qu'on ait besoin de justificatifs ou d'identifier les clients, cette activité est une activité qui devient sensible pour nous. Pour chaque client, il lui est attribué une note qui justifie un peu son niveau de risque par rapport au blanchiment de capitaux. Maintenant, le suivi se fera selon son niveau de risque. Et oui, c'est un phénomène qu'on vit au jour le jour. Et après, si des risques sont identifiés, il y a ce qu'on appelle notre obligation de déclaration et on transmet à la CENTIF qui va prendre le relais parce qu'il couvre là, disons, toutes les institutions au niveau national. Même si la CENTIF n'est pas dans les dispositions de répondre à nos questions, le phénomène menace toutes les économies africaines. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont les têtes de peloton de la lutte contre le blanchiment de capitaux. La lutte, elle est faite, mais je pense que par rapport aux autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, nous sommes un peu en retard, mais je pense que tout le monde s'y met. Nous savons que c'est une préoccupation. Le blanchiment de capitaux, au Togo, on le sait, mais la mayonnaise, ne prend pas comme on le souhaitait. Les Sénégalais sont à tout moment au niveau zone francophone. C'est des pionniers en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est un exemple pour nous, en fait, ça nous intéresse bien. Au Bénin, nous sommes soumis à la réglementation de l'UMOA
Et presque dans toutes les banques, la réglementation, elle est respectée parce qu'il y a les cellules de lutte contre le blanchiment qui sont implémentées dans toutes les institutions financières. Les moyens quand même sont mis à notre disposition pour bien faire notre travail. Avec l'aide du JABA, je pense que nous sommes à pied d'œuvre. Certains professionnels pensent que si la lutte contre le blanchiment d'argent était gagnée, les pays africains se passeraient de l'aide extérieure, une thèse qui reste à vérifier. Si nous prenons aujourd'hui l'exemple de toutes les contraventions, de toutes les amendes que nous pouvons avoir dans le pays, si l'ensemble de la totalité de ces sommes entraient dans les caisses du Trésor, ça vous donne déjà une idée de ce que ça peut apporter effectivement à l'économie nationale. Après, est-ce qu'on peut se passer de l'aide extérieure? Il faudrait déjà mettre tout le processus en place, ensuite le vérifier, l'éprouver et voir si ça porte réellement ses fruits. Le blanchiment de capitaux, un phénomène d'envergure internationale. Plus les auteurs développent de nouvelles techniques, mieux les États doivent s'adapter afin de juguler ce fléau pernicieux pour nos économies. Les stratégies donc mises en œuvre pour lutter contre le blanchiment d'argent dans la zone UEMOA, c'était le sujet de la rubrique économie du jeudi. Rendre les territoires viables, une préoccupation de l'Agence pour le développement local. Pour ce faire, l'ADL a organisé à Ziguinchor une session de formation, de renforcement des capacités des points focaux régionaux et départementaux sur la gestion et d'utilisation de la plateforme SIG et JO Portail de l'Observatoire national des territoires. Salut Sec. Collecter, saisir et remonter les différentes informations au niveau de l'Observatoire national des territoires font partie des missions des points focaux. Un travail de titan qui demande une maîtrise parfaite des outils de la plateforme de l'Observatoire, d'où la tenue de cet atelier de formation. L'atelier d'aujourd'hui vise, entre autres, le renforcement sur les outils informatiques, le partage des différentes composantes, fonctionnalités et outils de la plateforme de l'Observatoire et enfin la maîtrise par les points focaux des modules gestionnaires du SIG, utilisateurs du SIG et utilisateurs du géoportail. Cette rencontre initiée par l'Agence pour le développement local entre dans le cadre de la mise en place de l'Observatoire national des territoires. Cette session de formation devrait permettre aux participants de maîtriser cette nouvelle technologie et de rendre les territoires viables. Dans un contexte de mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation et du PSE, où d'importants investissements sont consentis pour accélérer la croissance économique du Sénégal, il est important de disposer d'une base fiable d'informations territoriales sur le niveau d'équipement et d'infrastructure des différentes localités. Cette préoccupation de l'Agence de développement local de renforcer les capacités des acteurs locaux dans la mise en place d'un dispositif de collecte de données et des indicateurs renforce par ailleurs l'ambition de l'État de ne ménager aucun effort pour faire de nos collectivités locales de véritables pôles de développement. Durant 3 jours, différentes présentations seront faites sur la gestion et l'utilisation de la plateforme ZIG et Géo, portail de l'Observatoire national des territoires. Les participants sont invités à multiplier cette formation à la base. Où en est-on avec la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle à Dakar? La question intéresse au plus haut point l'agence de la CMU, ses partenaires et l'administration. Une rencontre des différents acteurs a permis de savoir qu'il y a 86 mutuelles à travers la capitale. La problématique des subventions est au cœur des échanges. Omar Tchaoua. Par sa taille démographique et l'importance de son secteur informel, Dakar constitue naturellement une cible majeure du programme de couverture sanitaire universelle. Un enjeu de taille par rapport à l'atteinte des objectifs de la couverture maladie universelle. On a vraiment du travail à faire pour relever ce grand défi que constitue Dakar. La capitale, c'est pratiquement le quart de l'objectif fixé au plan national avec 23% de couverture. La sémantique utilisée n'est pas sans rappeler une grande offensive. Il nous faut remporter la bataille de Dakar. Je crois que ça, c'est important. Et je crois que pour aller vite, n'est-ce pas, dans l'atteinte de ces objectifs, il faut mettre les bouchées doubles à Dakar.
Ce comité départemental de suivi a permis de réunir divers acteurs de la CMU pour échanger et faire le point de la situation. 86 mutuelles existent déjà à Dakar. 34 dans le département de Dakar, 26 dans le département de Pikine, 10 dans le département de Guédiawaye et 16 dans le département de Rufisque. Mettre sur pied des mutuelles est une chose, les faire bien fonctionner une autre, d'autant que des difficultés ont été identifiées. Elles ont trait à la subvention, à l'acquisition d'un siège, à la mobilisation des mutualistes et à l'implication des collectivités locales. Nous, en tant qu'autorité administrative, certainement, nous rappellerons au préfet et au sous-préfet qu'au moment d'approuver le budget, il faudra tenir compte de cette participation à la couverture maladie universelle. Les collectivités locales ne sont pas toutes au même niveau. Certaines se sont bien impliquées dans la mise en œuvre en affectant un local et en cotisant pour des indigents. C'est ce qui est attendu d'elles. L'appui est un peu timide. Nous faisons tout le temps le plaidoyer auprès de ces collectivités locales pour une meilleure implication dans la mise en œuvre de la CMI pour l'intérêt de leur population. Avant le démarrage des travaux, une minute de silence a été observée à la mémoire de Cheikh Seydi Aboubacar Mbeng, ancien directeur général de l'agence de la CMU. 20 volontaires japonais vont rejoindre leur zone d'affectation dès lundi. Ils sont déployés dans différentes régions pour intervenir dans divers domaines, dont l'éducation et la santé. Ils ont officiellement pris service ce matin. Le reportage de Rougia Touba. En quelques semaines, ces nouveaux volontaires japonais ont adopté les costumes sénégalais et nos langues nationales. Wolof, Assalamu alaikum, mangi tudd Maguette Dieng. Serer, Mi Kumbako Dunem, Difsimen. La maîtrise des langues locales est un signe d'intégration pour ces volontaires qui s'engagent à servir les populations durant 2 ans. Ils vont travailler dans la région de Fatick, Thiès, Kaolack, Douga et Dakar. Ils vont intervenir dans le domaine de l'éducation, la formation professionnelle, l'agriculture, le développement communautaire et de la santé. Je vais travailler comme infirmière, infirmière à Fatick, à Diofior. Je voudrais aider des enfants et femmes enceintes. Dans le secteur de l'éducation, les volontaires japonais donnent de précieuses leçons. Nous avions commencé avec l'éducation sanitaire, nous avons aussi commencé avec les activités manuelles. Maintenant, nous commençons avec celle qui vient d'arriver. Nous allons expérimenter l'apprentissage des mathématiques à l'élémentaire. À travers leur mission, les volontaires japonais participent au développement du capital humain. Le Sénégal est en train de se construire grâce également à ses ressources humaines. Et le Japon, à ce titre-là, c'est un pays de référence. C'est un pays qui n'a aucune richesse dans son sous-sol et qui, malgré tout, est classé dans le lot des premiers pays développés dans le monde. Et nous, en faisant venir ces volontaires derrière, la stratégie finale, c'est de faire en sorte qu'ils puissent contribuer au changement des mentalités, faire en sorte qu'au Sénégal, on puisse avoir au niveau le plus bas, n'est-ce pas, de notre société, mais des champions du développement. Attachés aux idéaux de paix, de partage et de solidarité, les volontaires japonais continuent de vivifier la coopération sénégalo-nippone. L'actualité internationale nous conduit en Espagne, en Arabie Saoudite, au Venezuela et au Mali. Les responsables des saccages des mausolées de Tombouctou, le responsable a été jugé ce matin par la Cour pénale internationale. Le récit de Fatima Tabanelba. Au Mali, la Cour pénale internationale a jugé le djihadiste Ahmad Al-Faqih Al-Mahdi, responsable de 2,7 millions d'euros de dégâts pour avoir fait détruire les mausolées de Tombouctou. La Cour a également ordonné ce jeudi le versement de dédommagements aux victimes. En Espagne, une camionnette a percuté la foule sur les Ramblas, l'avenue la plus touristique de Barcelone. Il y aurait, selon la police de Catalogne, 13 morts et une 50aine de blessés. L'attaque terroriste a été confirmée. En Arabie Saoudite, le roi Salman a décidé de rouvrir les frontières avec le Qatar à l'occasion du pèlerinage de la Mecque. Un simple geste de bonne volonté que les observateurs espèrent être le début de la détente dans la crise du Golfe. Le roi a également ordonné l'envoi d'avions saoudiens à Doha pour transporter tous les pèlerins qataris à ses frais.
Au Venezuela, une mutinerie dans un centre de détention préventive de l'État d'Amazonas a fait 37 morts, ont annoncé ce mercredi les autorités. Le parquet général a aussi précisé que 14 fonctionnaires avaient été blessés au cours des violences. Or, l'Afro-Basket féminin 2017 démarre ce vendredi à Bamako. Au total, 12 nations vont essayer de succéder au Sénégal, détenteur du titre. Les Lions feront face à d'autres forces en présence comme le Nigeria, l'Angola ou encore le Mali, pays hôte. Louis-Philippe Sagna. Avec leurs 11 titres, les champions d'Afrique de 2015 à Yaoundé sont à Bamako pour décrocher un 12e sacre. La bande à Aya Traoré, meilleure joueuse de cette dernière édition, est logée dans une poule où l'adversaire principal est bien connu. Classé 3e à Yaoundé, le Nigeria est à la quête d'un 3e sacre. Les autres concurrents de taille sont logés dans la poule A avec l'Angola, double championne en 2011 et en 2013. Le Mali, pays hôte et qui n'a jusqu'ici qu'un seul titre obtenu à Dakar en 2007, peut compter sur son public pour montrer sa montée en puissance. Bamako 2017, c'est aussi avec le Cameroun. Après un échec en 2013 à Maputo, les Lions indomptables ont enregistré un autre revers 2 ans plus tard à domicile. Cette fois-ci, l'encadrement espère corriger les failles afin de figurer parmi les meilleurs de 1966 à nos jours. Un premier titre recherché également par la Côte d'Ivoire, le Mozambique et pourquoi pas la Guinée, adversaire des protégés de Moustapha Gaye lors de l'ouverture de cette 23e édition. Justement, les Lions du Sénégal ouvrent le bal demain à partir de 8h30 face à la Guinée. Une confrontation au parfum de revanche pour les Guinéennes battues par les Sénégalaises en match de poule à l'Afro-Basket 2015 à Yaoundé. À la conquête d'un 12e sacre continental, les reines d'Afrique veulent se hisser au sommet du basketball africain. Pousser les limites de la consécration pour entrer dans la légende. À Bamako, les Lions retrouvent en match inaugural une vieille connaissance, la Guinée. Des retrouvailles au goût amer pour une équipe guinéenne atomisée par le Sénégal en match de poule lors de l'Afro-Basket 2015 à Yaoundé. Une compète qui avait propulsé les Lions tout en haut de la pyramide du basketball continental. Un score sans appel, 102-44 pour les Lions, marqués par la rage de vaincre et l'envie de faire rêver un peuple enthousiaste et fier de ses filles. C'était la dernière confrontation entre le Sénégal et la Guinée en phase finale de Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, 2 ans après, le Sénégal présente une équipe presque identique. Un savant dosage entre expérience et jeunesse, la marque des grandes équipes. Des cadres comme Astou Traoré et ses envolées splendides. Fatou Dieng, une meneuse de balle hors pair avec une force de pénétration exceptionnelle. Et que dire du capitaine Aya Traoré? Son adresse et son flair ont toujours marqué les esprits. Bref, l'ossature de l'équipe sénégalaise est constituée de joueuses de très haut niveau qui ont les moyens de pulvériser encore une fois une équipe guinéenne souvent accrocheuse dans les premières minutes du match, mais qui a du mal à tenir un rythme intense. Ce vendredi à 8h30, ce sera le début de l'Afro-Basket du Bamako. Les Lions auront à cœur de faire oublier cette finale perdue au Mali face à l'Angola en 2011. Une grosse motivation pour une équipe sénégalaise qui règne en Afrique avec 11 titres de championne d'Afrique. Les Lions ont effectué leur dernière séance d'entraînement cet après-midi à Bamako, à moins de 24 heures de leur entrée en lice. La Guinée, adversaire des Lions, est à la portée du Sénégal, mais le coach Moustapha Gaye lance son appel au respect et à l'humilité. Envoyés spéciaux à Bamako, Massir Faye et Seydina Alunchiko. Des Lions qui affûtent leurs armes à quelques 24 heures de leur entrée en lice. Les protégés de Moustapha Gaye se livrent à un exercice de remise en forme. C'est du moins ce à quoi on pouvait s'attendre. Dans une séance ouverte au public, c'est courir un grand risque que de mettre en place des systèmes de jeu. L'entraîneur national n'entend pas dévoiler sa stratégie, pas plus qu'il ne lève le voile sur les raisons du ménagement de sa meneuse, Fatou Dieng. Il faut demander au médecin.
Quant au match contre la Guinée, une équipe battue lors de l'édition 2015 102-44, Moustapha Gaye le prépare avec toute la rigueur qui sied. Je donne l'exemple des garçons l'année dernière. Tout le monde disait que Guinée est faible, Guinée est venue battre tout le monde. Donc le respect et l'humilité voudraient qu'on les prenne au sérieux en attendant le match. On a bien travaillé, on a un groupe très impliqué dans ce que nous faisons, donc alhamdoulilah. Devant un adversaire jugé à la portée des Lions, attention donc à la suffisance dans un match qui a valeur de test. Dans le match inaugural de l'Afrobasket 2017, le mot test ne concerne pas que des Lions qui en décousent pour la 7e fois avec le CELI national dans le tournoi. Cela vaut également pour le Mali qui entend relever le défi de l'organisation. Cela commence par le dispositif sécuritaire. Il y aura un contingent important d'agents de sécurité, des forces de sécurité du Mali qui seront déployés au niveau du palais des sports et aussi au niveau des hôtels. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité des hôtes. La mobilisation sera aussi au rendez-vous, nous assure-t-on, d'autant que les billets sont accessibles, 500 francs étant le plus petit prix. Seydina Ludigo, bonsoir. Vous êtes en ligne, en direct de Bamako et sur place il fait sans doute chaud. Alors dites-nous, en dehors de la Guinée, quelles sont les équipes qui pourraient justement tenir tête aux Lions du Sénégal? Je ne vais pas dire en dehors de la Guinée, puisque la Guinée, écoutez, ce n'est pas une faute de guerre. Peut-être en plus du Nigeria et du Cameroun, certainement le pays organisateur, le Mali, qui est déterminé à reconquérir ce titre continental qui le fuit depuis 2007. Il y a également d'autres équipes qui sont en reconstruction et qui sont d'autres qui sont en phase de maturation, comme c'est le cas pour l'Égypte qui avait posé beaucoup de problèmes à l'Angola par exemple lors du tournoi de 2015. Cette année, les Nefertiti, on peut dire, elles viennent à Bamako pour s'affirmer, pour davantage marquer les esprits dans ce tournoi. Alors, Digo, dites-nous quel est l'état d'esprit qui prévaut au sein de la tanière des Lions? On peut dire que l'ambiance est bon enfant et il y a une détermination qui s'affiche, pas de fébrilité. On a vu des Lions en tout cas qui sont très concentrés. Cet après-midi, lors de l'entraînement, elles ont affiché quand même une aisance, on peut dire déconcertante, dans les tirs primés avec Assou Traoré qui a enchaîné pas mal de tirs primés lors de l'entraînement. Qu'en sera-t-il dans une adversité face à des Guinéennes qui sont assez à la portée de l'équipe nationale du Sénégal, avec des joueuses qui ont évolué au Sénégal, des Sénégalaises même naturalisées guinéennes telles que Khadim Baye. Voilà. Il faut attendre demain pour voir qu'est-ce que cela va donner. Alors dites-nous en dernier lieu, quel est le climat qui règne à Bamako actuellement? Est-ce que ça va déteindre sur justement le physique des joueuses? Je ne pense pas qu'il y ait des incidences, quelques incidences que ce soit sur le physique par rapport à la chaleur. Non, parce que la salle est assez climatisée. C'est une nouvelle salle dont on porte une légende du basket malien qui s'appelle Salamatou Maïga. Elle est décédée il y a 2 ans, 3 ans de cela. C'est un palais des sports qui est assez beau. Le cadre est idéal pour pratiquer du bon basket. Merci Seydina Ludigo. On se donne rendez-vous demain à partir de 8h30 Sénégal-Guinée pour le début de l'Afro-Basket féminin à Bamako où vous étiez en direct. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous aussi de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. En point de distribution en gros et demi-gros avant d'atteindre les détaillants. Sous ce rapport, les dispositifs de veille et de contrôle ont déjà été mis en place par la direction du commerce intérieur. Nous parlerons de notre aspect de la fête avec cette palette de tissus que l'on retrouve au marché HLM. Ce sera sans doute au cours de ce journal. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie et la SAIED ont organisé un CRD sur la restitution des résultats du recensement général des entreprises de la région de Louga. Cette rencontre va permettre de mettre en œuvre des stratégies de développement au niveau local dans plusieurs secteurs d'activité et lutter ainsi contre la pauvreté à Wandiaïa. Mais
Le recensement général des entreprises de la région de Louga a permis de présenter le volet agricole du recensement. Quelques indications ont été présentées. Si les données déjà sont biaisées, les résultats le seront et on aura donc des difficultés pour vraiment situer carrément le niveau économique. Et sans donc ce niveau réel, il nous sera très difficile de faire des projections donc de planification sur l'avenir. Dans le cadre de la rénovation des comptes nationaux, le Sénégal a entrepris la réalisation de son premier recensement général des entreprises. Il s'agit d'améliorer le système d'information existant sur les statistiques d'entreprises afin de fournir aux acteurs socio-économiques des informations sur le développement du pays. Louga étant une région d'agriculture et d'élevage, ce CRD va ouvrir plusieurs perspectives. Ce CRD a une forte signification pour la SAED parce que il traduit aujourd'hui le démarrage des activités de sensibilisation pour ce recensement des entreprises. Et je prends l'aspect agricole dans la zone de prédilection de la SAED. La région de Louga est une région essentiellement agricole et d'élevage surtout. Et ce volet du recensement général des entreprises, volet agriculture, va certainement révéler une autre face économique de la région qui va compléter donc le dispositif qu'on connaît pour permettre une meilleure planification des activités économiques de la région. Dans le cadre de la stratégie de développement local, des activités ont été réalisées. D'abord, la cartographie de l'économie locale, ensuite l'identification des filières porteuses dans les 3 départements de la région de Louga. Le recensement général des entreprises permettra de déceler les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises. Une nouvelle chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture à Kaffrine. Maître d'œuvre, le COSEC qui a déboursé de 120 millions de francs CFA pour ce bâtiment destiné aux opérateurs économiques de la région. Hamidou Diop. Fièrement son tout nouveau siège de la Chambre de commerce, d'industrie et de services. L'infrastructure entièrement équipée en mobilier de bureau et matériel informatique s'étend sur 6490 mètres carrés. Elle comprend des bureaux, des salles de conférences, de réunion. Entre autres, le joyau est financé par le COSEC à hauteur de 220 millions de francs CFA. Des efforts consentis pour appuyer les chambres consulaires. La construction de cette chambre de commerce intéresse tous les acteurs économiques de Kaffrine, ceux qui sont dans l'agriculture comme ceux qui sont dans l'élevage. Aujourd'hui, on remercie vraiment le COSEC. Chaque année, le COSEC alloue un appui budgétaire aux 24 chambres de commerce et organisations professionnelles en vue de leur permettre de fonctionner et d'apporter l'encadrement approprié aux acteurs. En dotant les chambres de commerce régionales de sièges dignes de leur rang, le COSEC cherche à appuyer les chargeurs des régions et notamment de la région de Kaffrine en vue de leur permettre de disposer de cadres appropriés non seulement pour discuter des affaires commerciales et des services de la région, mais surtout dans un accueil agréable pour les investisseurs nationaux et étrangers qui s'intéressent potentiellement au document. Avec la nouvelle réforme consulaire introduite par l'État du Sénégal, ces structures vont mieux prendre en charge les préoccupations de développement des acteurs du secteur privé. En construisant ce beau bâtiment, vous offrez de meilleures conditions de travail aux agents du service, mais aussi un cadre convivial de réflexion et de partage à tous les acteurs de la vie économique, particulièrement ceux du secteur privé. Ainsi, une nouvelle dynamique de partenariat entre l'État et le secteur privé est impulsée. Ici, tout sera mis en œuvre pour que Kaffrine retrouve son lustre d'antan dans le peloton des régions émergentes.
C'est bientôt la fête de la Tabaski. Un tour au marché HLM permet de voir les tissus qui sont à la mode: guipure, cocaïne, tulle plume ou tasse cheveux. New Look, ce sont les tissus tendance pour la fête. Il faut dire qu'ils se vendent bien, ces tissus-là, mais avec la chaleur, le brodé a également la cote. Autre accessoire qui marche, les garnitures qui accompagnent souvent des tissus comme le bazin. Aminata Bengfala. À quelques jours de la Tabaski, le marché HLM grouille de monde. Les boutiques de tissus et autres accessoires ne désemplissent pas. Sur les rayons sont exposées plusieurs variétés qui renseignent sur la tendance du moment. Guipure, cocaïne, tulle, fleurette ou plume, tasse cheveux New Look. Les clients ont un large choix. Il y en a qui achètent le tulle plume, le brodé ou les tissus sansés. D'autres préfèrent la guipure. D'ailleurs, cette dernière est très prisée, c'est pourquoi il y a même rupture de stock. Monsieur le Président Ernest Bai Korom. Entouré des membres de son gouvernement, le président Ernest Bai Koroman, qui apprécie l'important geste de son homologue sénégalais, n'en a pas oublié, malgré les souffrances de son peuple, les enjeux de développement de l'Afrique. Il y a énormément de défis à relever pour nos pays. Et c'est pour dire que même dans la difficulté, ils pensent aussi aux autres. Et ça, c'est extrêmement important. Le gouvernement sierra-léonais, qui a décrété 7 jours de deuil, a donné l'autorisation d'inhumation des morts. L'autre priorité reste à retrouver les disparus et à recaser ceux qui ont perdu leur maison. Tabaski, 7000 tonnes d'oignons importés débarquent à Dakar pour faire face aux besoins de la fête. L'État a décidé de lever hier la mesure de gel des importations de l'oignon. 23 000 autres tonnes sont attendues avant la fête. Al-Sanjidjou. Plus de 7000 tonnes d'oignons importés sur 30 000 prévus pour les besoins de la fête de la Tabaski ont déjà été débarqués des paquebots à quai au port autonome de Dakar. Témoin privilégié de cette opération de débarquement, les ministres en charge du commerce, maîtres d'œuvre. L'arrivée massive de l'oignon importé marque de façon solennelle la fin de la période de gel des importations. Une décision officielle, on se le rappelle, arrêtée depuis le 16 août dernier à l'issue d'une réunion entre l'Agence de régulation des marchés et l'ensemble des acteurs locaux de la filière. Nous sommes venus constater de visu l'arrivée des premières cargaisons d'oignons importés après la fin de la période de gel le 16 août dernier. Vous savez, cette période de gel a été arrêtée par consensus par l'ensemble des acteurs de la filière dans le cadre de l'interprofession oignon, le 16 août. Et donc après cette période de gel qui a permis la commercialisation de l'ensemble de la production locale d'oignons, la quasi-totalité, nous avons donc, sur proposition du comité interfilière oignon, le gouvernement a décidé donc l'ouverture des importations pour permettre un approvisionnement correct du marché de l'oignon au Sénégal. L'approvisionnement correct du marché en oignon à moins de 2 semaines de la fête de l'Aïd al-Adha ou Tabaski, période de forte consommation en denrées alimentaires, constitue pour le gouvernement un pari qu'il faut impérativement réussir pour éviter toute spéculation. Généralement, quand nous sommes en fin de période de gel et début d'ouverture du marché, on a souvent ces prix spéculatifs, mais c'est une occasion aussi vraiment pour dire à tous les acteurs que chacun assume un rôle responsable, un rôle citoyen, pour naturellement permettre à ce que cette régulation qui est mise en place par le gouvernement pour permettre la production locale d'être écoulée entièrement, et ce qui a été fait, naturellement qu'elle ne soit pas utilisée aussi par des spéculateurs véreux qui pénalisent et qui dégradent le pouvoir d'achat des consommateurs. Cette mise à la disposition des consommateurs à suffisance d'une offre en oignons concerne l'étendue du territoire national sénégalais et doit être effective à partir de ce jour de débarquement au niveau des différents.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le Sénégal compatit et apporte son soutien au peuple sierra-léonais. Le président Macky Sall a envoyé une délégation ministérielle à Freetown où les intempéries ont fait plus de 400 morts et plusieurs dégâts matériels. 100 000 $, soit quelques 65 millions, ont été remis au président de la Sierra Leone. Que faire justement face à la fête de la Tabaski? L'oignon importé a débarqué à Dakar. 7 000 tonnes sur les 30 000 attendus pour les besoins de la fête ont été réceptionnés au port. L'État a levé hier la mesure de gel des importations de l'oignon et puis au marché HLM une bonne palette de tissus et d'accessoires. Et puis que faire contre le blanchiment d'argent en Afrique? Le phénomène tente de devenir une gangrène pour les économies du continent. Dans l'espace UEMOA, plusieurs stratégies sont mises en œuvre, mais attention, le mal est toujours aux aguets, notamment dans le secteur informel. Afro-basket féminin, la reconquête du titre continental commence demain à Bamako. Favoris de la compétition, les Lions championnes d'Afrique ouvrent le bal demain face à la Guinée. Ce soir, focus sur les forces en présence au Mali. Bonsoir à tous et bienvenue. Suite aux intempéries qui ont fait plus de 400 morts en Sierra Leone, le président Macky Sall a dépêché à Freetown une importante délégation dirigée par le ministre des Forces armées, Augustin Tine, pour présenter les condoléances du peuple sénégalais. Pour répondre à l'appel d'aide lancé par les autorités sierra-léonaises, le président de la République a apporté un soutien de 100 000 $. Envoyés spéciaux à Freetown, Pape Sididia et Amadou Aramcham. Un pays meurtri, mais qui reste debout dans la dignité. La catastrophe qui s'est abattue sur la commune de Regent, dans la banlieue de Freetown, n'a pas été vue depuis 1945. Cet éboulement, en termes de victimes, dépasse tous les records. Devant le deuil, le Sénégal solidaire a présenté ses condoléances. Aujourd'hui, on parle de 300 morts. Mais il semble que c'est un chiffre qui va être très rapidement dépassé, compte tenu du nombre important de disparus. Donc nous sommes venus au nom de Monsieur le Président de la République présenter les condoléances à ce pays frère. L'effondrement d'un pan entier d'une colline dans la capitale, la Sierra Leone pleure et enterre ses morts. Des centaines de morts et des milliers de sans-abri, sans compter les millions de dollars de biens détruits et emportés par les inondations. Dans ce pays où tout est urgence, le président de la République, au-delà du soutien moral, a apporté son soutien financier au nom du peuple sénégalais. 100 000 $ ont été remis. Ça, c'est la guipure cocaïne. On peut en faire un patch avec du Getzner ou encore le découper et le mettre sur du bazar. Il suffit juste de bien le travailler pour créer un très beau modèle. Vous faites qu'on a un Getzner vert ou le rose fichard. Sur le nez, line bi rek ngay jël travail ko ci biir do xam lum doon da ngay def salal ñu ko def la neex fi la li musta am. Plusieurs variétés de tissus proposées aux clients à des prix variables. Les prix dépendent du tissu et de sa valeur. Il y en a à 100 000 ou à 150 000. Nous avons des tissus également à 8 000 francs le mètre et même des penjab à 6 000 francs. La Tabaski coïncide cette année avec la chaleur. Le brodé semble être plus adapté au climat. Le brodé est très prisé, mais c'est un peu cher. Les prix varient entre 6 000 et 7 000 francs le mètre. La Tabaski est une période où les commerçants de tissus font de bonnes affaires. Mais cette année, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Une situation qui s'explique. La Tabaski est l'occasion d'écouler nos marchandises. Mais jusqu'à présent, nos commandes tardent à arriver. Presque tous les commerçants ont le même problème. C'est difficile. Le bazin Getzner garde cependant la cote, même si le bazin Palman deuxième choix fait partie des nouveautés. Les affaires marchent bien, mais pour le bazin Getzner, il n'y a pas de nouveauté. C'est toujours le microfine. Il y en a qui coûtent 11 000 francs le mètre, d'autres 10 000 francs seulement. Un beau bazin avec une belle broderie ou des garnitures
Et justement, ces accessoires marchent bien en ce moment. Tendance, Mickey, garniture, et tout. La garniture donne de l'éclat à un boubou. Par exemple, on peut bien se coiffer. Si on ne se maquille pas, ça ne sort pas. Donc ce sont les garnitures qui maquillent le boubou. Des boubous bien garnis ou encore des robes en tulle perlée. En tout cas, les clients ne lésinent pas sur les moyens pour être au top le jour de la Tabaski. Et il faut sans doute acheter avec de l'argent propre. Blanchiment d'argent. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont tête de peloton dans la lutte contre ce fléau. Le phénomène prend de l'ampleur dans le continent et le secteur informel est très exposé. L'argent sale, une gangrène. Ce soir, nous en parlons dans la rubrique économie avec Abibou Maïa. Blanchir de l'argent, un fléau mondial difficile à cerner. Il implique les banques qui utilisent les moyens à leur possession pour le combattre. La lutte contre le blanchiment des capitaux tente à intercepter, à arrêter un processus qui essaye d'injecter dans l'économie saine des biens mal acquis. Donc, la banque étant l'acteur financier par excellence,